Mosaïque. Mosaïque. Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue à l'émission Mosaïque qui porte aujourd'hui sur comment gérer ensemble les catastrophes naturelles dans la région des Grands Lacs. Depuis plusieurs semaines, toute la région est confrontée à des pluies torrentielles qui ont par conséquent occasionné des inondations. Des centaines de personnes sont mortes et des milliers sont encore aujourd'hui déplacées. En Tanzanie, au Kenya et ailleurs, c'est la même chose. Dans la région des Grands Lacs, les catastrophes se jalonnent les deux rives du delta de l'embouchure de la Rusizi, de part et d'autre et du lac Tanganyika, affectant de manière diverse toutes les villes riveraines et agglomérations Bujumbura, Gatumba, Uvira, Rumonge et Baraka, ainsi de suite. De part et d'autre de la frontière, les solutions sont proposées par diverses instances étatiques pour faire face aux crues mortelles et récurrents depuis plusieurs années. Alors, quel constat faites-vous de la gestion des inondations par les pays riverains du lac Tanganyika et de la rivière Rusizi? Comment les populations affectées réagissent? Quels sont les défis et comment les surmonter afin de parvenir à la gestion commune des catastrophes naturelles dans la région des Grands Lacs? Voici en substance ce qui nous occupe dans cette émission Mosaïque animée par Vestine Butoi pour le compte de la radio-télévision Isanganiro en partenariat avec la Bénévolencia. Sur le plateau, nous sommes avec les trois invités. Dr Désiré Habonimana, qui est le coordinateur de la cellule de prévention et secours au sein de la Croix-Rouge, Burundi. Dr Désiré, bonjour et bienvenue. Oui, bonjour, merci beaucoup. Il y a également Jean-Marie Katobadi Bakenge, qui est intellectuel congolais qui vit au Burundi depuis plusieurs années. Il est également enseignant à l'université du lac Tanganyika. Monsieur Katobadi, bonjour et bienvenue. Bonjour madame, merci de l'invitation. Enfin, il y a Rémi Havzalimana, coordinateur de la Maison Loueur d'Espoir et expert en résolution pacifique des conflits. Rémi, bonjour et bienvenue. Bonjour Vestine, bonjour à mes amis autour de la table et à tous ceux qui nous suivent. Pour ouvrir le débat, la première question s'adresse à Dr Désiré Habonimana, qui est le coordinateur de la cellule prévention et secours au sein de la Croix-Rouge. Monsieur Désiré, quel constat faites-vous de la gestion des inondations dans la région des Grands Lacs? Bien, merci beaucoup. Ici, au Burundi, il y a les catastrophes naturelles qui sont une réalité. C'est une réalité. Et du coup, ces derniers jours, on remarque qu'il y a ce grand phénomène El Niño qui est là derrière. Et pour ce qui est de la complexité de la gestion de ces inondations, là, je vais parler du côté de la Croix-Rouge, ce que je connais mieux. Tel que vous l'avez dit, à partir de la rivière de Rusizi qui a débordé, on remarque le lac Tanganyika qui a débordé, qui a fait qu'il y ait même des déplacements avec les destructions des maisons. Et voilà. Mais c'est un phénomène, pour moi, à mon âge, je peux dire que c'est la première fois que je vois ce phénomène de cette grande ampleur. C'est la toute première fois. C'est vrai, je voyais la montée des eaux de la rivière Rusizi. Oui, en 2020, 2021, on remarquait la montée des eaux du lac, mais non pas à cette grande ampleur. Si on remarque autant de dégâts que ça a causé, à partir sur toutes les rives du lac Tanganyika, partant de Gatumba, passant par les rives où se trouvent les plages à Bujumbura, passant par Bujumbura rural et allant à Rumonge jusqu'à Nyanza-Lac. Là, si on fait une évaluation de ce qui s'est passé, on remarque qu'il y a beaucoup de dégâts.
Et si jamais ce phénomène de montée des eaux du lac Tanganyika ne se termine pas ou bien ne se coupe pas, on remarque que les dégâts risquent d'être encore plus énormes. En tant que coordinateur au sein de la cellule de prévention et secours au sein de la Croix-Rouge Burundi, et qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour gérer cette situation? Quand il s'agit d'une catastrophe, il y a généralement 3 phases. Il y a la phase de prévention, il y a la phase de préparation, il y a aussi la phase de gestion. Aujourd'hui, on est dans cette phase de gestion. Et la phase de gestion, il y a divers mécanismes qui ont été activés à la Croix-Rouge du Burundi. Ici, on remarque qu'il y a le système d'alerte précoce qui, au moment de la préparation, on a vu qu'il y a les populations qui ont été informées. Mais aujourd'hui, c'est la phase alors de secours. Et cette phase de secours, quand il y a une catastrophe, la plus grande urgence, c'est de voir est-ce qu'il n'y a pas de vies humaines, il n'y a pas de personnes qui sont mortes, auxquelles on doit porter secours. Ça, c'est 1. 2, on s'en va alors vers les biens matériels. Et les biens matériels, d'abord, avec cette phase du côté des personnes, il y a aussi la phase d'alerte. C'est une phase qui est continuelle parce qu'on doit informer la population d'une façon continuelle que les personnes doivent évacuer, que les personnes doivent quitter les lieux. Et de là, en coordination avec les plateformes, parce que la Croix-Rouge du Burundi est membre de la plateforme nationale de prévention des risques et gestion des catastrophes, membre à tout entière. Et de là descendant jusqu'au niveau des provinces, au niveau des communes, jusqu'au niveau de ce qu'on appelle les comités communautaires de réduction des risques et des catastrophes, qui est alors le maillon de la gestion réelle de ces catastrophes. Et de là, la Croix-Rouge du Burundi qui a activé, ensemble avec cette plateforme nationale, qui a activé tous ces comités communautaires, là, ils participent à la gestion, à l'alerte au quotidien, mais aussi à voir de quoi a besoin cette population. Ce phénomène s'est passé avec aussi différents phénomènes auxquels on ne s'attend pas du tout, avec les glissements de terrain juste sur les côtes du lac Tanganyika. Là, ce sont des phénomènes qui sont en train de gérer, ou bien qui sont en train d'être gérés, ou bien qui ont été gérés concomitamment avec cette montée des eaux du lac. Et du coup, en portant secours à ces personnes, il y a les questions de besoins en matériel. Et le plus important, ce sont les besoins primaires. La personne doit recevoir où se loger. La personne doit être assistée. Les besoins élémentaires d'une façon générale. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, la Croix-Rouge du Burundi a été activée sous ces différentes formes pour porter de l'aide. Partant de Nyanza-Lac jusqu'à toutes ces rives, la Croix-Rouge du Burundi qui intervient dans l'octroi des abris provisoires. Il y a quelque part là où il y a certains sites qui ont été aménagés, la Croix-Rouge du Burundi qui intervient dans l'octroi en eau et avec les questions d'hygiène et assainissement, qui sont vraiment les besoins encore élémentaires pour que la personne puisse survivre. La Croix-Rouge du Burundi se prépare même longtemps bien avant qu'une catastrophe n'arrive. Donc la Croix-Rouge du Burundi n'attend pas du tout que les fonds arrivent pour pouvoir agir. C'est trop tard de former une équipe qui va porter secours aux gens du moment où la catastrophe frappe déjà. C'est trop tard d'aller former l'équipe, comment faire le wash d'urgence, par exemple, quand déjà il y a une catastrophe qui arrive. C'est trop tard de faire les commandes des tentes ou bien des abris quand déjà la catastrophe est arrivée. C'est trop tard de faire la commande, par exemple, des camions quand déjà la catastrophe est arrivée. Donc, c'est au courant de cette phase de préparation que la Croix-Rouge se prépare. Donc, la Croix-Rouge du Burundi est une société nationale qui est membre de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Et du coup, la Croix-Rouge du Burundi, ou bien ces sociétés nationales travaillent, il y a 7 principes qui nous guident. Et parmi les 7 principes, le 7e principe, c'est l'universalité. Et le 6e, c'est l'unité. Et donc, dans cette unité et dans cette universalité, et surtout dans cette unité, c'est là où ces sociétés nationales, quand il y a une catastrophe qui s'abat sur un pays et qu'il y a
une demande à partir d'une société nationale, les sociétés nationales, les partenaires, donc les autres Croix-Rouges et des autres pays, s'il y a des besoins en termes d'appui, ça peut être matériel, ça peut être humain, ça peut être aussi financier. Et donc, là, c'est à ce moment où ces autres sociétés nationales arrivent ou bien disent, bon, nous, par rapport à ce que vous avez évalué comme besoin et que vous n'en avez pas, et que vous n'avez pas, moi, je me positionne par exemple à ce niveau. Là, c'est vraiment au niveau interne ou comment les sociétés nationales peuvent fonctionner même en eux-mêmes. C'est surtout pendant la phase de préparation, là où beaucoup d'activités se font. Oui. Voilà. Je reviens vers vous, Monsieur Jean-Marie Katoubadi Bakingé. Vous êtes ressortissant congolais, mais vous vivez ici au Burundi. Et quel constat faites-vous par rapport à la gestion des inondations par les pays riverains du lac Tanganyika, de la rivière Rusizi? Merci madame pour la question. Je pourrais peut-être parler de ce qui se passe au Congo parce que... Tout à fait. Parce que j'ai quand même un regard porté sur Uvira, sur Baraka, aussi par moment sur Kalemi. Le gouvernement provincial, n'est-ce pas, de Sud Kivu devrait avoir un regard particulier, n'est-ce pas, de gestion sur ces inondations, notamment à Uvira, à Baraka. Comment il est en train de gérer ce phénomène? Bon, c'est une gestion qui vient vraiment à compte-gouttes, et parfois en partenariat avec des ONG ou aussi certaines Croix-Rouges. Par exemple, la Croix-Rouge du Congo, de l'Est du Congo, la Croix-Rouge française, la Croix-Rouge espagnole ou encore la Croix-Rouge de Luxembourg. Donc ces partenaires, avec le gouvernement, parviennent, et autant que faire se peut, n'est-ce pas, à gérer cette situation. Bon, il faut aussi ajouter à cette liste, n'est-ce pas, de partenaires, le PAM, qui intervient aussi dans la prise en charge, notamment ce qui concerne la distribution de denrées alimentaires ou encore la localisation de sites sinistrés pour, n'est-ce pas, les placer dans le but de bien coordonner les actions que le PAM pose en collaboration avec le gouvernement provincial et surtout les services de la mairie, n'est-ce pas, de Vira, pour parler, n'est-ce pas, de Vira en particulier. Oui. La Rusizi qui est pratiquement une rivière émissaire du lac Kivu. Parce que le lac Kivu se déverse, n'est-ce pas, dans la Rusizi et la Rusizi achemine ses eaux dans le lac Tanganyika. Mais le lac Tanganyika a la rivière Lukuga du côté, n'est-ce pas, de Kalemi, qui est la rivière émissaire du lac Tanganyika jusque dans le là-bas, pratiquement, n'est-ce pas, le fleuve Congo. Donc c'est le fleuve Congo qui doit accueillir ces eaux pour, n'est-ce pas, les acheminer ailleurs. Alors il semble, d'après mes informations, que du côté de Kalemi, donc la Lukuga s'est rétrécie. Donc il faut, n'est-ce pas, il faut curer, n'est-ce pas, cette rivière-là pour pouvoir mieux acheminer les eaux du lac Tanganyika vers le fleuve Congo. Alors, ce travail doit être un travail pratiquement de tous les pays, n'est-ce pas, riverains. Alors, ça, c'est par rapport à cela, mais maintenant, par rapport à ce que nous constatons, donc les catastrophes, j'ai comme l'impression que chaque pays essaie de gérer cette catastrophe de manière tout à fait isolée. Pour M. Rémi Havyarimana, expert en résolution pacifique des conflits, quel regard portez-vous face à la gestion des catastrophes dans la région des Grands Lacs par les pays riverains du lac Tanganyika? Je vais peut-être partir des constats des autres pour dire que d'abord, le phénomène, c'est vrai que les historiens nous disent que des phénomènes pareils se seraient déjà produits dans l'histoire, mais à une périodicité assez longue, ce qui fait que des fois, même si ça laisse des cicatrices assez importantes, les générations partent avec et les nouvelles générations semblent ignorer ce qui s'est passé, ce qui fait que la continuité au niveau de la prévention connaît une sorte de coupure. Alors,
Disons quand même que maintenant, ça vient probablement avec beaucoup plus d'acuité parce que ça passe par non seulement la montée des eaux du lac, mais aussi le débordement des rivières qui alimentent ce lac, en passant par une sorte d'éboulement bloquant pratiquement plusieurs routes et empêchant par conséquent la circulation normale des biens et des personnes. Ça a donc des conséquences assez sérieuses, négativement bien sûr, ce qui fait que les activités devraient être conséquentes. Mais pour que les activités de solution ou de faire face à ce phénomène se stabilisent, malheureusement, il nous aurait fallu cette expérience malheureuse, comme je le disais tout à l'heure, qui n'a pas eu lieu tout simplement parce que d'abord, d'après les historiens, ça se distance par une période d'à peu près 60 ans. Donc, ce qui s'est passé il y a 60 ans, les priorités étaient autres. Donc, on n'a pas assez documenté ce phénomène. Et probablement, même qu'au Burundi, on n'avait pas encore cette culture de documenter ce qui se passe. Ce qui fait que lorsque ça revient, c'est comme si ça revenait pour la première fois. Donc, il n'y a pas assez de stratégies déjà préalablement installées qui pourraient faire face à cela. Ça, c'est un fait. Deuxièmement, c'est le fait même que le Burundi lui-même sort petitement de la crise qui a marqué le Burundi négativement, ce qui fait que les esprits soient concentrés beaucoup plus sur ce qui est gérable, ce qui est programmable, mais ce qui n'est pas programmé, vous comprenez, ça vient comme une surprise et malheureusement, ça a des conséquences que nous connaissons. Au troisième niveau, c'est ce fait que la population soit, je dirais, ancrée à la terre, même s'il y a une catastrophe qui vient, ce n'est pas toujours automatique pour les Burundais de fuir leur terrain. Et ça cause un problème très sérieux parce que le Burundais semble collé sur sa terre natale, ce qui pose un problème lorsqu'il est question de délocaliser quelques familles parce que ça pose des problèmes dans ce sens. Alors, si l'on en vient cette fois-ci au niveau régional, vous comprenez que pour qu'une solution soit étudiée régionalement, faudrait-il qu'elle soit d'abord au niveau national. Et comme je viens de le dire, comme mes prédécesseurs l'ont dit, il n'y a pas grand-chose qui a été fait dans ce sens, tout simplement parce qu'on n'était pas préparé. Et ça vient, catastrophe naturelle, c'est ça. C'est vrai qu'il peut y avoir des signes précurseurs, annonciateurs, mais c'est vraiment comment dire, on fait le learning by doing. On voit d'abord, on vit d'abord et puis on cherche à solutionner après, malheureusement. Alors, c'est ce qui se passe donc. Il serait difficile, à ma connaissance, je ne connais pas encore des activités qui soient concertées de par les 3 pays, par exemple, ou 4 qui sont tout autour du lac Tanganyika, je veux dire le Burundi, la RDC, la Tanzanie et la Zambie, sauf quelques informations assez superficielles sur les planifications qui seraient déjà en cours au niveau des organismes internationaux, notamment dans le sens de prévenir par notamment la plantation des arbres pour un peu arrêter les filtrements ou l'érosion qui se fait au niveau des collines qui surplombent les plaines qui sont tout autour du lac Tanganyika. Et là, c'est des projets. Je sais qu'il y a déjà des financements qui ont été annoncés dans ce sens, mais je ne connais pas encore des structures qui soient déjà à l'œuvre pour faire face à cela. Malheureusement, la situation est telle qu'elle et heureusement que les structures comme la Croix-Rouge, comme nous venons de l'entendre, les différentes structures qui sont à l'œuvre pour sauver d'abord les victimes, ensuite la plateforme nationale qui est là effectivement pour voir un peu réguler et orienter les personnes qui sont en difficulté. Nous savons bien sûr, je l'ai déjà dit, ça fait aussi très à la culture, ce qui fait que même ceux qui devraient être délocalisés ou
déplacés se retrouvent avec ce problème, d'une part parce qu'ils sentent qu'ils laissent tout derrière eux, et comme il n'y a pas de préparation préalable convenable qui donne des conditions assez favorables à ces gens-là, ils se retrouvent finalement démunis. Et le gouvernement se retrouve dans cette situation de devoir déplacer des gens auxquels il n'aura pas à donner satisfaction en termes d'aliments, de logis, de tout ce qui va avec. Et ça cause des problèmes qui font que l'on ait plus de questions sans réponse. Revenez sur la réaction des victimes des inondations par rapport à la gestion de cette situation. Notre confrère Omer Andouayo s'est rendu à Gatumba lors de la délocalisation des premières victimes des inondations vendredi le 10 mai 2024. Avec un air soucié, ils disent qu'ils partent sans maîtriser la destination, puisqu'ils n'ont pas d'autre choix. Ce sont des victimes des inondations des quartiers Mushasha, Kinyinya et Gaharawe de la zone Gatumba. Ils ont été relocalisés ce vendredi vers le site d'Imatiazo, situé dans la commune Mubimbi, en province de Bujumbura. La majorité de ceux qui ont été embarqués est fait des femmes et enfants. Pour celles-ci, le mari reste à la maison pour sécuriser ce qui reste des biens de la famille. Notre maison est totalement inondée. Il n'y a pas même du passage pour déplacer nos biens. Et c'est pourquoi mon mari est resté à la maison pour les sécuriser. Sinon, on devrait payer les frais de déplacement pour la pirogue qui les transporterait. Or, l'argent n'était pas disponible. Il va me rejoindre avec ses biens. 311 ménages, composés de près de 2000 personnes, se sont déjà fait enregistrer pour être relocalisés volontairement. Général de brigade de police, Anisseni Baruta, président de la plateforme nationale de prévention des risques et gestion des catastrophes, indique que seuls les ménages en possession des parcelles en zone Gatumba seront relocalisés. Veuillez nous tenir au courant si vous constatez une personne ne remplissant pas les critères, même si elle serait inscrite sur la liste, car cette activité concerne la population de Gatumba, plus précisément toute personne ayant une maison qui a été touchée par les inondations. Nous avons soutenu les personnes qui louaient des maisons. Sont uniquement concernés par cette activité les propriétaires des maisons inondées alors qu'ils y habitaient. Pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion de se faire enregistrer suite à différentes raisons, dont les maladies, Jean Mouyoboke, chef de zone Gatumba, tranquillise que tout le monde sera relocalisé. Ceux qui ont été relocalisés demandent au gouvernement un soutien continu. Et quittons la zone Gatumba pour nous rendre à Uvira où notre confrère de la RDC, Jérémy Kouhima, nous rapporte ce qui se passe à Uvira avec les victimes des inondations. En pleine ville d'Uvira, certains habitants pensent que les réfugiés burundais deviennent une charge de trop pendant cette période où les maisons deviennent de plus en plus chères. Ils souhaitent alors que les réfugiés puissent rentrer chez eux. Les gens souffrent énormément ici à cause du manque des loyers et surtout les maisons ayant été inondées. Pour trouver une maison à $10, c'est devenu difficile alors qu'auparavant on pouvait même en avoir à $5. Ces Burundais doivent en principe rentrer chez eux. Ils sont devenus nombreux. Ce ne sont pas eux qui doivent vivre aisément alors que nous, on vit en difficulté. Cela étant, certains autres Congolais de bon cœur pensent que la solidarité a toujours été une caractéristique du Congolais et que point n'est besoin de s'acharner à des étrangers. Les réfugiés, pour leur part, ils se défendent et font savoir qu'eux aussi vivent dans les mêmes conditions. Ils ont été inondés comme tout autre habitant, même dans leur camp des réfugiés. Ils souhaitent même rentrer dans leur pays. Nous-mêmes, nous n'avons rien à mettre sous la dent. Nous avons été également menacés par l'eau. Il y a certaines de nos salles qui sont occupées par l'eau. Je viens de mettre au monde, je n'ai même pas de quoi manger ou vêtir l'argent. Notre salle où nous habitions a également été touchée. Nous avons déménagé vers une toute autre salle. Et ceux qui veulent rentrer au pays, ils peuvent rentrer. Nous n'avons même pas de soins médicaux ici.
Le maire adjoint que nous avons contacté dit ne pas gérer la question des réfugiés, ces derniers étant entre les mains des Nations Unies. Mais pour ce qui est des sinistrés locaux, des démarches sont menées auprès des organisations humanitaires afin d'obtenir une aide pour eux, mais aussi qu'avec la haute hiérarchie, un lotissement pouvait être obtenu pour leur installation. Nous sommes en pleine démarche. Appuyez-nous, il faut nous soutenir, il faut venir derrière nous et voyons comment est-ce que nous pouvons lutter contre cette situation qui n'est pas bonne. C'est une calamité naturelle, personne ne l'a provoquée, mais nous, comme autorités, nous nous débattons afin de trouver une solution. Nous donnons des propositions à notre hiérarchie. Revenons au studio. Monsieur Dr Désiré, quelle est votre réaction par rapport à ce que les gens pensent de la délocalisation? Bon, merci. Ce que les gens pensent de la délocalisation, il y a mon prédécesseur qui vient de le dire. Enfin, oui, par rapport à la culture, aux coutumes, si chez nous, la population, la personne et sa terre, là, ce sont des choses qui sont presque collées. Hein. Et donc, avec les réactions des personnes, là, nous, en tant que Croix-Rouge, ce que nous sommes en train de voir, c'est qu'il y a les personnes qui se sont fait inscrire volontairement. Et je l'ai dit, la Croix-Rouge du Burundi est membre de ces différentes plateformes à partir de la plateforme nationale. Et de là, ce sont les instructions du gouvernement. Là, à partir de ce que le gouvernement a souhaité ou a décidé que ça se passe, là, la Croix-Rouge du Burundi va s'aligner sur ce que la Croix-Rouge du Burundi peut faire. Puisque s'il s'agit par exemple de délocaliser les personnes, là, quels sont les besoins? Et les besoins qui sont là derrière, là, en tant qu'humanitaire, et tel que je l'ai dit en tant qu'auxiliaire des pouvoirs publics, là, la Croix-Rouge du Burundi va voir les besoins, ces besoins prioritaires que ces personnes ont besoin. Et puis par après, c'est ça ce que la Croix-Rouge du Burundi va pouvoir aider. Au juste, à voir ce qui est en train de se passer à Gatumba. Là, ça fait peur pour la personne qui ne s'est pas du tout rendue là. Oui. Au sein de la Croix-Rouge, vous comptez accompagner ces gens déjà délocalisés? Oui, on les a déjà accompagnés. Bon, enfin, aujourd'hui, il y a les personnes qui ont été déjà délocalisées, qui se trouvent déjà au site Gisagara. Là, oui, la Croix-Rouge du Burundi s'est préparée déjà en mettant en place dans le système d'accueil, en approvisionnant en eau. Il y a l'eau qui est là, qui est sur place. Il y a les bladères, il y a les 3 bladères qui ont été installés. Là, il y a le poste de secours qui est en place pour que si jamais il y ait l'une ou l'autre personne qui ait des problèmes à l'arrivée ou bien la Croix-Rouge du Burundi puisse intervenir, et le tout conformément à son mandat. Et la Croix-Rouge du Burundi a ses principes. Et parmi ces principes, on agit dans le strict respect aussi de voir dans ce que nous appelons l'humanitaire qui est la priorité absolue. Et parmi les choses les plus urgentes, qu'est-ce que la personne doit recevoir? Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Mais sinon, pour ce qui est de la question de délocalisation, là, c'est la décision du gouvernement. Cette décision du gouvernement de délocaliser ces personnes. Là, on est dans l'obligation d'accompagner. Je reviens vers vous, monsieur Jean-Marie Katopadi. Vous êtes congolais, mais vous vivez au Burundi. Certains sinistrés congolais trouvent que les demandeurs d'asile burundais sont comme un fardeau. Est-ce que vous êtes du même avis? Je suis un Africain et friand, n'est-ce pas, de la vision d'Ubuntu.
Vous savez que l'Ubuntu, en tant que grosse valeur, n'est-ce pas, a à son sein d'autres sous-valeurs comme la solidarité, l'entraide, le partage. Et déjà, le phénomène lui-même nous montre que nous sommes reliés les uns aux autres. Ouais, ce qui se passe à Bujumbura et à des ressentis à Uvira, à Baraka et puis à Kalemi, par exemple. Donc, je ne pense pas que ce soit vraiment un fardeau. Et ça, c'est un avis personnel, hein, parce que peut-être cela est lié à la faiblesse de nos économies. Les gens pensent que, bon, et quand il y a des personnes qui s'ajoutent, alors que nous, en tant qu'autochtones, n'avons pas, n'est-ce pas, de moyens, et cela va augmenter, je ne sais pas, la prise en charge. Moi, je pense que c'est dans de pareilles situations où on a besoin de ses frères, et la fraternité africaine doit, n'est-ce pas, nous pousser à accueillir les autres pendant les catastrophes. Il ne faudra pas attendre que la France vienne nous aider. Ce n'est pas l'Espagne ou l'Allemagne, alors que nous qui sommes là, en tant que frères et sœurs, et soyons incapables de le faire. Et je ne pense pas. Je pense que les valeurs d'Ubuntu, en fait, nous obligent quelque part à pouvoir nous entraider, être solidaires dans des moments comme ceci. En fait. Et dans cette situation de catastrophe, est-il possible de garder cette solidarité? Oui, parce que c'est possible. Comment? Comment c'est... D'abord, il faut que le gouvernement s'implique. Il faut également que la société civile, n'est-ce pas, s'implique et procède par l'information et par la sensibilisation, et afin que les gens soient suffisamment, n'est-ce pas, et préparés à pouvoir accueillir les autres. Moi, je pense que le problème que nous avons dans nos pays, c'est de chercher à pouvoir éteindre le feu quand il est déjà allumé. Nous n'avons pas vraiment de politique préventive. Vous savez très bien que gouverner, c'est prévoir. Et donc, là, nous assistons pratiquement à une crise. Hein. Il faut le dire. Hein. Il y a rupture multisectorielle. Et donc, il a dit, mon confrère, et ça vient 60 ans après, hein, d'après les historiens. Mais cela s'est déjà passé. Hein, et ce qu'il faut s'attendre également à une crise éventuelle et qu'il faut, n'est-ce pas, préparer dans la phase, n'est-ce pas, d'anticipation. Parce que la manière dont on peut, n'est-ce pas, faire face à une crise, ou la planification ou la communication des crises, il faut tenir compte de 3 étapes assez importantes. Il y a d'abord avant la crise, pendant la crise et puis après la crise. Donc il y a une question, n'est-ce pas, de communication, de sensibilisation, de pouvoir, n'est-ce pas, aller vers la population et en fait lui donner l'information qu'il faut. Et nous avons la crise et donc il faut vraiment rester ouvert par rapport aux autres frères et sœurs de la sous-région qui pourraient bien venir chez nous. Il faut les accueillir. Même si vous avez des moyens qui sont assez rudimentés, il faut le reconnaître. Mais au nom de ces valeurs-là, en tout cas, je pense que il y a lieu, n'est-ce pas, de recevoir les autres. Toujours en se basant sur les points de vue de certains sinistrés congolais, oui. Est-ce que les violences sont-ils possibles entre les sinistrés congolais et les demandeurs d'asile burundais? Oui, encore une fois, nous parlons, n'est-ce pas, du possible. C'est tout à fait possible. C'est tout à fait possible. Mais encore une fois, il faut, n'est-ce pas, procéder par la formation, en fait. Hein, et prêcher surtout l'acceptation de l'autre. Hein, et si cela n'est pas fait, cet autre sera en plus une menace pour les autochtones. Donc, le pouvoir en place a un grand rôle à jouer. Et je pense qu'il y a une administration qui est au Congo avec une hiérarchie, n'est-ce pas, donc à tous les niveaux, il y a des gens qui ont le pouvoir dans cette administration-là, qui peuvent bel et bien sensibiliser la population et donner l'information qu'il faut et aussi, pourquoi pas, préparer, n'est-ce pas, les places pour ceux qui pourraient bien venir. Le Congo, vous savez très bien,
a été toujours confronté pas seulement cette catastrophe, n'est-ce pas, naturelle, mais d'autres catastrophes. Par exemple, des conflits dans la sous-région. Le Congo a toujours accueilli des Burundais et qui confrontés, n'est-ce pas, aux problèmes. On se rappelle des années, n'est-ce pas, 90, ou encore le Rwanda, les années 80, 90. Vous savez très bien que le Congo a accueilli beaucoup de Rwandais en 96, hein, vous le savez très bien. Donc, c'est un pays hospitalier, le Congolais est vraiment hospitalier. Hein, c'est un pays d'accueil, hein, et non seulement pour ceux qui sont dans la sous-région, mais aussi ceux qui viennent d'ailleurs. Donc, je ne pense pas que face à cette catastrophe calamité, que le Congolais puisse rejeter, n'est-ce pas, d'emblée le Burundais. Moi, j'ai fait Baraka, et c'est qu'il y a beaucoup de Burundais qui sont à Baraka, dans le cas des réfugiés. Il y a même ceux-là qui font des petits métiers au restaurant ou qui font le transport de l'eau, le lac Tanganyika vers, n'est-ce pas, les hôtels. Ils sont bien intégrés et ils sont bien acceptés. Monsieur Rémy, vous êtes expert en résolution pacifique des conflits en tenant compte des propos des Congolais sinistrés suite aux inondations. Les violences sont-elles possibles entre ces sinistrés et les Burundais demandeurs d'asile en RDC? Disons que tout est possible. Tout est possible dans ce sens que, comme on le dit, le malheur ne vient jamais seul. Imaginez-vous que ceux qui sont en train de poser problème, c'est-à-dire ceux qui en fait sont sentis comme une sorte de fardeau à l'endroit des Congolais, sont des réfugiés burundais. Alors s'ils sont réfugiés, c'est qu'il y a déjà un problème avant l'inondation, un problème à entendre les interventions des Congolais. En fait, les Burundais deviennent comme des boucs émissaires dans ce sens que, à entendre ceux qui disaient les coûts de loyer sont montés. C'est-à-dire que ceux qui ne sont pas sur leur terre, dans la culture africaine, se disent « il faut d'abord sauver ma peau ». Tandis que celui qui se sent sur sa terre, il est lié avec sa terre. Donc, c'est-à-dire que celui qui n'est pas sur sa terre peut facilement se mouvoir, se déplacer, aller là où le danger se présente le moins par rapport à la première place. Tandis que celui qui est chez soi a tendance à rester sur son terroir, sa maison et tout ce qui va avec. Alors, même s'il veut se déplacer, le mieux serait qu'il n'aille pas le plus loin possible, plutôt proche, là où il peut encore une fois surveiller ce qui se passe sur sa maison, sur ses champs, sur tout ce qui lui appartient. Alors, si donc il veut chercher une maison la plus proche et qu'il trouve qu'un Burundais l'a occupé, c'est déjà un problème qui s'ajoute au premier problème. Le Burundais a un problème d'être réfugié. Et voilà que l'inondation s'en mêle et que la rareté des maisons se présente. Maintenant que l'offre et la demande se déséquilibrent, c'est le Burundais qui se voit qualifié comme problème alors qu'il est probablement au 3e ou 4e niveau. Donc, malheureusement, en quête d'aisance et de solutions, celui qui n'est pas à l'aise chez soi risquera de tout mettre sur le dos du Burundais alors que ça ne devrait pas être de la sorte. Voilà, en ce moment-là, le problème peut être là. Mais alors, comment prévenir des éventuelles violences? Là, je vais revenir sur la notion de documenter ce qui se passe. Ça revient au niveau de la gestion du public, donc le pouvoir public qui est là et qui voit ce qui se passe. Et dans la notion de prévenir, vous devez documenter tout ce qui se passe. Vous devez essayer d'anticiper ce qui peut se passer et voir effectivement comment résoudre les problèmes qui sont là. Alors, pour le cas du Burundi, ce n'est pas seulement le Burundi. Il s'agit d'un problème régional. Nous connaissons une région conflictuelle. S'il y a un conflit au Burundi, ça va affecter le Congo, ça va affecter le Rwanda, ça va affecter la Tanzanie. On connaît des réfugiés dans tous ces pays, des Burundais qui sont
disséminés dans ces différents pays. Mais on connaît aussi à l'inverse des Congolais qui sont ici au Burundi. Donc, chaque pays qui a une crise interne a des répercussions sur ses voisins. Ça se comprend aussi lorsqu'il y a même un problème naturel comme ces catastrophes dont nous parlons maintenant, qu'il y ait des conséquences dans ces différents pays. C'est vrai que lorsqu'il s'agit d'une catastrophe naturelle, c'est pas aussi automatique que les Burundais se sentent plus en sécurité ailleurs que chez soi, parce que là, ils s'écartent légèrement, croyant que juste après quelques mois, ils vont rentrer. Et c'est malheureusement, pour moi, là où devrait intervenir la documentation dont j'ai parlé tout à l'heure. Juste pour qu'il y ait suffisamment d'informations, que les gens soient assez prévenus, pas seulement pour un court temps, mais pour un long temps. Et qu'ils planifient même leur projet en conséquence. Maintenant, que la situation était laquelle, si les choses avaient été documentées et que le Burundi ne soit pas dans la situation actuelle, encore une fois, je l'ai dit que le malheur ne venant pas seul, on ne sort pas encore totalement de la crise, et voilà qu'une autre crise naturelle s'en mêle, et là vous comprenez que c'est difficile de résoudre tout en même temps. Mais quand est-ce qu'on arrivera à cette période où, par exemple, on a des endroits juste qui sont en attente, attendant qu'il y ait catastrophe pour que l'on sache, les premiers secours sont logés à tel endroit. Et là où ils vont, on sait qu'ils ont de l'eau, on sait qu'ils ont des couvertures, on sait qu'ils ont juste le minimum pour vivre et attendre après. Alors, pour que cela se fasse, il faut que le pays soit sécurisé. Il faut que toutes les autres réponses aux questions préalables soient trouvées. Donc, c'est à ce niveau où je dis, c'est malheureusement problématique dans ce sens que le malheur ne venant pas seul, d'autres questions viennent au moment où on ne trouve pas encore réponse aux premières questions. Monsieur Rémy, dans cette situation, la solidarité est-elle possible? Bien sûr, la solidarité, ce n'est pas une question de richesse, c'est une question de conception, de mode de vie. Si vous êtes social, suffisamment empathique, vous ne devez pas nécessairement être très riche pour pouvoir venir à l'aide aux nécessiteux. Vous donnez juste ce dont vous avez, ce qui est à votre disposition. Et pour le cas présent, c'est question de comprendre que tout le monde a besoin d'un logis, là où il faut vivre. Et savoir que maintenant que nous sommes dans cette situation, je ne dois pas me plaire à vivre dans une chambre seule, accepter que nous soyons plutôt à 4 parce que la situation est telle qu'elle. C'est la notion dont il nous a parlé d'Ubuntu, le fait de savoir que je vis parce que vous vivez. Et si vous ne vivez pas, je ne vis pas. Alors si l'on va au-delà, là alors on devient empathique, humain, et là la solidarité est possible. La solidarité n'est pas une preuve d'aisance, c'est question de mode de vie. Vous avez décidé d'être solidaire, humain, et là, vous le vivez même dans le malheur. Rappelons que le débat mosaïque continue. Il est centré sur comment gérer ensemble les catastrophes naturelles dans les régions des Grands Lacs. L'émission vous a été préparée par la radio-télévision Isanganiro en partenariat avec la Benevolencia. Docteur Désiré Haonimana, comment expliquer le manque de concertation entre les pays qui partagent les mêmes problèmes et qui sont aussi riverains? Le manque de concertation que vous dites, c'est fort possible que... Bon, d'abord, c'est vrai, c'est une catastrophe naturelle. C'est une catastrophe naturelle. C'est vrai, ça a pris du temps avec les échéances, avec les niveaux d'alerte dans certains pays. Les niveaux d'alerte n'ont pas été du tout les mêmes. Et du coup, quand les niveaux d'alerte ne sont pas les mêmes, c'est-à-dire que les niveaux de préparation ne sont pas les mêmes, et du coup, les niveaux de réponse ne sont pas les mêmes. Là, alors, ce que moi, je peux dire, c'est la question aussi de coordination entre pays. Généralement, il devait y avoir une instance régionale de prévention des risques et gestion des catastrophes. Tel que dans chaque pays, il y a une instance qui s'occupe de ça. Et dans chaque région, chez nous, à la Croix-Rouge,
au niveau régional, il y a déjà une instance qui coordonne ça à la Croix-Rouge. Si cette plateforme régionale existe, là, ça revient au rôle et responsabilités des différentes parties prenantes. Au sein de ces plateformes, il y a différents éléments à prendre en compte parce que avec le niveau de la prévention, avec le niveau de la préparation, le niveau de réponse, bien quand les différents clusters sont activés, puisqu'avec une catastrophe, quand ça arrive, ça affecte à différents niveaux. Donc s'il y a les vies humaines qu'on doit sauver, s'il y a les enfants qui étaient à l'école, il y a la santé qui est touchée, il y a à ces différents niveaux. Alors moi je pense que c'est la question de coordination. Je pense que c'est un grand moment de faire un appel aussi à cette coordination pour que au moment voulu. Vous voyez par exemple les pays riverains du lac Tanganyika. Oui, on estime bien que c'est une très grande leçon qui est apprise par rapport à la gestion de ces inondations et qui devait peut-être servir dans la suite de comment faire ou bien comment mettre en place un système régional de prévention de risques et gestion des catastrophes qui est forte. Et c'est ce système qui pourrait faire à ce que les gouvernements puissent interagir entre eux. Et nous qui sommes membres des sociétés nationales, nous qui agissons au niveau local, là, nous sommes coordonnés à notre niveau, mais au niveau des prises de décision, la coordination devait y avoir, ou bien s'il y en a, la coordination, c'est un grand moment d'être activé à ce moment. Et parce que la culture du risque devait être la question qui soit partagée et le système d'alerte précoce devait être divulgué à toute échéance pour que les personnes savent en quoi ils font face, quel est le risque qui les guette. Avec ces inondations que nous sommes en train de voir, vous voyez, il y a déjà certaines conséquences qui sont déjà remarquées. Vous voyez, par exemple, ici chez nous, cette flambée de choléra qui sévit aujourd'hui. Bon, c'est vrai, il y avait des cas tellement sporadiques ces derniers mois, mais bon, aujourd'hui où il y a ces inondations qui se font remarquer, et vous remarquez qu'un peu après, vous voyez ces maladies à potentiel épidémique. Aujourd'hui, on est en train de parler de choléra, mais ça peut aussi s'agir encore d'autres choses auxquelles on doit faire face. Donc, ce sont les populations qui doivent être préparées. Il y a aussi un grand rôle de l'administration. Monsieur Katobadi, je reviens vers vous. Comment expliquer le manque de concertation entre les pays qui partagent les frontières et les mêmes problèmes? J'ai eu comme impression que nos différents pays étaient pris à pied levé. On dirait que la catastrophe était... bien évidemment été inattendu pour la plupart d'entre eux. Et donc, surpris. Surtout que nous n'avons pas vraiment un cadre de concertation, notamment sur ces différentes catastrophes naturelles qu'on pouvait avoir à travers nos différents ministères, par exemple les ministères de l'environnement ou encore de tutelle. Un tel cadre pourrait bien préparer à l'avance. On a beaucoup parlé de la préparation ainsi. N'est-ce pas, préparer à l'avance nos pays pour faire face à ces différentes catastrophes. Alors, je pense que c'est lié essentiellement à cela, mais il faut aussi dire que nos pays sont confrontés aussi aux autres crises. Je parle de la RDC qui... depuis plusieurs décennies déjà confronté à la guerre dans sa partie, n'est-ce pas, orientale. Et nous avons aussi des économies qui sont très, très, très faibles. Ça, c'est vraiment au niveau gouvernemental, qui ne peuvent pas vraiment faire face à de telles catastrophes qui arrivent de manière tout à fait inattendue. Et du coup, nous nous rendons compte que nos gouvernements se rabattent un peu sur les ONG, ou encore d'autres structures comme la Croix-Rouge qui viennent, n'est-ce pas, aider tant soit peu nos populations pour ça. Bon, ce qu'on souhaiterait, c'est qu'il y ait ce cadre de concertation bien avant, déjà
élaboré, donc construit, pour réfléchir en fait sur toutes ces catastrophes ou d'autres phénomènes similaires, afin que lorsque ça se pose, qu'on ne puisse pas se regarder, on dirait, n'est-ce pas, comme des gens qui ne sont pas concernés par ces catastrophes, mais par contre aller vers les autres pays pour pouvoir en parler et trouver, n'est-ce pas, des solutions ensemble, ou n'est-ce pas, chercher des mécanismes de gestion de ces catastrophes. Monsieur Rémi Abdalima, quelle est votre réaction par rapport au manque de concertation entre les pays qui partagent les frontières et les mêmes problèmes? C'est une conséquence directe de ce que l'on vit quotidiennement, parce que il serait surprenant si on parvenait justement à coordonner les actions d'assistance dans ce seul secteur, si l'on ne se concertait pas dans des secteurs positifs. Donc, nos pays sont dans une situation où la quasi-totalité ou la majorité sortent des crises différentes, ou des fois des crises qui sont dans un pays, officiellement ou officieusement, on dit que ça vient de l'autre pays. Donc c'est difficile de planifier ensemble avec une personne si les relations ne sont pas déjà bonnes. Ça, c'est le premier. Prenons le Burundi et la RDC. Le Burundi et la Qu'est-ce RDC. qui empêche cette concertation? Justement, parce que je me souviens que nous avons à un certain moment connu une réunion à Bukavu, au cours de laquelle la question était: comment se peut-il que les acteurs de paix ne parviennent pas à travailler en concertation correctement, alors que ceux qui font du trouble dans nos pays, eux, parviennent à s'entendre et à conjuguer leurs efforts? C'est cette question à laquelle il faudrait répondre. Les pays ne parviennent pas à faire coordonner les activités positives qui sont dans leurs pays respectifs, malheureusement. Alors, c'est dans cette optique-là que, par exemple, prenons le cas de nos deux pays, le Burundi et la RDC. Nous partageons la plaine, et cette plaine a la Rusizi et le lac. Et vous partez du centre de la plaine en allant dans les deux sens de nos deux pays. Il paraît que géologiquement, les montagnes sont presque similaires. Donc, vous quittez la plaine, vous avez les plateaux et vous montez. Et l'érosion qui s'abat sur le Burundi s'abat aussi sur le Congo. Donc, les mécanismes de prévention, tout au moins à ce niveau, devraient se faire de la manière. Les problèmes conséquences qui s'abattent sur le lac, causant la diminution du poisson ou autre, c'est dans les deux sens, c'est dans nos deux pays. Mais comment se peut-il qu'on ne parvient pas encore justement à trouver des solutions communes? C'est encore une fois le problème dont je parlais tout à l'heure. Le fait que nos pays soient encore jeunes dans la gestion des problèmes d'abord nationaux, ensuite régionaux. Je le disais, lorsque l'eau s'est abattue sur Bujumbura dans le temps, on dit que les eaux sont montées jusqu'au niveau du parquet. Vous voyez là où se trouve le terrain de basket volé ici, à côté de la Cour suprême. C'est-à-dire que tout le quartier asiatique, tout le quartier Kabondo, toutes les autres parties de Kinindo et tout ce qui va avec étaient dans l'eau. Mais à un certain moment, parce que ça n'a pas été documenté, communiqué, informé, les gens ne l'ont pas su. Et comme l'eau s'est dégagée, le problème était parti. Maintenant, ça s'est fait et au Burundi, mais aussi au Congo. Maintenant, si ça recommence, quelle est la solution qu'il faut faire sur cela d'une façon volontaire? Vraiment une politique volontariste dans le sens de dire 2 fois c'est trop, il faut nous en finir avec. Et là, il devrait se parler cette fois-ci. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que tous les pays qui sortent des crises comme nos pays
doivent faire appel à la communauté internationale, au système des Nations Unies qui doivent intervenir dans ce sens. Et nous voyons malheureusement pas de plan concret qui soit, tout au moins à mon niveau, je ne connais pas encore des plans qui vont dans ce sens pour qu'effectivement interviennent les structures internationales, notamment le système des Nations Unies passant par OCHA et qui doit contacter d'autres structures qui sont spécialisées dans le secteur pour que viennent les planifications qui viennent non seulement pour faire des études approfondies afin de prévenir les mêmes conséquences dans les années à venir, mais aussi mettre sur pied des tremplins à partir desquels on va au fur et à mesure construire les mécanismes de prévention, notamment le système d'alerte précoce qui est déjà généralisé dans plusieurs pays, mais que l'on ne connaît par exemple pas ici chez nous. Ou ailleurs, on connaît qu'il y a des problèmes, eh bien la population dès le bas niveau, on a un système de personnes qui doivent informer le niveau supérieur pour que, à chaque minute, s'il y a un problème, il y a des structures qui sont averties et qui connaissent. Si cela est fait au Burundi et que cela n'est pas fait au Congo, ce sera le Burundi qui fera pression sur le Congo pour dire hey, nous avons le même problème, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Et si les Congolais ne font rien, la coopération va aider pour qu'effectivement, parce que c'est ça le voisinage, l'internationalité. C'est le fait que s'il y a un problème et que vous ne faites rien, je ne peux pas me taire parce que même si vous ne faites rien, les conséquences vont me revenir. Alors, entre le Burundi et le Congo qui partageons la même plaine, le même lac et par conséquent les mêmes conséquences, c'est une impérativité, j'allais dire naturelle, qui devrait caractériser effectivement ce voisinage et qu'il y ait des projets qui vont dans le sens de dire nous n'avons pas de choix, nous devons planifier des solutions communes parce que les problèmes, nous devons les partager. Alors malheureusement, maintenant, on ne voit rien, enfin, à ma connaissance, qui soit fait dans ce sens. Et c'est ce qui fait que, malheureusement, nous sommes tous, il a dit, sortons petitement d'une crise, chacun chez soi, et chacun cherche d'abord à solutionner son problème d'une façon isolée. Et là, peut-être, c'est bientôt qu'on ira au niveau supérieur, là où on se dira, maintenant que c'est calme, arrêtons-nous sur le problème commun pour que peut-être la solution soit aussi commune. Est-ce que cette manière de gérer de façon isolée son problème est-elle efficace? Pas du tout. Ça ne peut pas être efficace parce que vous pourrez bien limiter les dégâts chez vous. Supposons, entre autres solutions qui avaient été mises pour le cas du Burundi, pratiquement et précisément à Gatumba, c'était de mettre la digue. Et supposons que cela est fait. Si c'est fait, c'est-à-dire que l'eau ne vient pas du côté du Burundi, mais l'eau ne peut pas dire, bon, on n'a plus de voie et ça attend. Il retourne de l'autre côté. C'est-à-dire que ce qui ne se fait pas sur Gatumba se rejette sur Uvira. Malheureusement, même si l'on serait protégé, et si en tout cas il y a des morts du côté d'Uvira, là où il n'y a rien qui a été fait, les cadavres vont nous revenir, ça sera choléra, ça sera dysenterie, ça sera autre. Donc, le problème est partagé, la solution doit être partagée aussi. Bref, que faire pour que les problèmes communs soient gérés de façon aussi commune dans la région des Grands Lacs? Nous devons comprendre que les conséquences de chaque pays ont des répercussions sur l'autre. Alors, nous devons aussi comprendre que le problème sécuritaire est lié parce que si la sécurité physique n'y est pas, le reste aussi va suivre. Donc, il faudrait peut-être pas isoler les solutions parce que il y a cette transversalité des solutions. Il ne faut pas prendre un seul problème, trier, mais nous asseoir et trouver des solutions communes pour que la population soit d'abord stable et là,
ensemble, si la sécurité, la quiétude est là, il est possible d'aller sur ces questions régionales et notamment nous attaquer à ces problèmes de catastrophes naturelles. Et voilà, c'est ainsi que nous mettons un point final à cette émission Mosaïque qui est centrée sur comment gérer ensemble les catastrophes naturelles dans la région des Grands Lacs. Et une émission qui vous a été préparée par la radio-télévision Isanganiro en partenariat avec la Bénévolence. Sur le plateau, nous étions avec 3 invités. Il y a Dr Désiré Habonimana, qui est le coordinateur de la cellule de prévention et secours au sein de la Croix-Rouge Burundi. Merci de votre participation. Bien, merci beaucoup. Merci pour votre invitation. Merci également à vous, Monsieur Jean-Marie Katobadi Bakingé, originaire de la RDC, habitant du Burundi. Merci de votre participation à l'émission. Merci madame pour l'invitation. Merci aussi à mes 2 frères avec qui nous avons échangé sur ce sujet salutaire donc, pour nos différentes sociétés, nos différentes nations. Merci madame. Enfin, merci à vous, Rémi Habzalimana, coordinateur de la Maison du Word d'Espoir et expert en résolution pacifique des conflits. Merci beaucoup Vestine pour l'invitation. Merci aux collègues autour du plateau. Merci aussi aux éditeurs qui nous ont suivis. Vestine Outoyi, j'étais à la présentation. Au revoir, à la prochaine. Mosaïque. Mosaïque.